Alors, question de Ziocor, on se demandait si c'était mieux au niveau complexité coût d'avoir des serveurs dédiés ou de faire host les games par les joueurs, même en imaginant des jeux à 18 style Chivalry. Alors Chivalry je ne connais pas, mais ça dépend du projet en fait. Alors en termes de serveurs, de toute façon t'es pas obligé de prendre des gros serveurs hein, selon ce que tu fais. Déjà, il faut prévoir éventuellement de pouvoir faire évoluer le jeu et l'architecture technique. Au départ, tu commences par des petites machines et puis selon le volume de joueurs, tu prends plus en cloud ou sous forme de dédié ou de serveur virtuel comme je le fais ici. Là en l'occurrence, je suis sur un VPS tout bête. Hein, oui, je suis OVH parce que j'ai un compte OVH et que c'est plus pratique pour moi. Et je suis parti sur leur dédié virtuel ici. Je suis parti sur je sais plus lequel, avec 4 cœurs. Doit être celui-là. Alors pourquoi celui-là? Parce que 4 cœurs. Parce que d'une manière générale, Linux avec un seul, c'est pas la peine. Surtout si on veut mettre plusieurs choses dessus, et là en l'occurrence ce sera un vrai programme exécutable, ce sera pas un site web qui servira d'API serveur. Donc je préfère être tranquille. Et puis j'ai du multiprocess aussi au niveau du programme serveur, donc en général quand on est sur des sockets, de toute façon il faut du multithread, donc tant qu'à faire avoir plusieurs cœurs sur la machine, c'est pas plus mal. Puis ça évite de ramer inutilement. Alors après, si je pars là-dessus, en fait, mon architecture technique fait que je peux rajouter un deuxième serveur à côté ou faire grossir la configuration de celui-ci vers l'autre. Parce que l'hébergeur, OVH le permet dans la configuration, on peut dire bah, je bascule au niveau suivant, et ainsi de suite. Le tout, c'est que les coûts de maintenance du matériel soient compensés par les revenus du jeu. Comme tout. Donc là, au départ, il va me coûter 10 € hors taxe par mois, c'est-à-dire grosso modo 12 €. Il faut que je vende 6 jeux à 1,99 € globalement, ou que je le propose sous forme d'abonnement. Alors évidemment, ça dépend beaucoup de l'intérêt du jeu. Si tu es sur des trucs où il y a beaucoup d'actions, il faut que les serveurs soient gonflés parce qu'il y aura beaucoup de choses qui transitent entre les deux. Là, sur un truc comme le mien, j'aurai a priori juste des déplacements et des affichages de la map qui sont à mettre à jour. Ça devrait pas être trop, ça devrait pas trop saturer la machine au moins au départ. Puis de toute façon, je m'attends pas à des millions de joueurs dessus non plus. C'est pas World of Warcraft ou autre. Si tu es sur des combats ou des choses comme ça, bah, ça dépend de ce qui est échangé entre les deux et de ce qui est stocké au niveau du serveur. Après, est-ce que le serveur, est-ce que le jeu c'est du vrai client-serveur ou le jeu c'est du client vers client? Ça dépend un petit peu de comment c'est configuré. Si les joueurs sont dans une LAN par exemple, ils ont potentiellement envie de jouer entre eux, plutôt que de jouer sur du global. Donc tu peux proposer une version du serveur qui serait sur un réseau local et des clients qui peuvent se connecter dessus. À ce moment-là, bah, ils se démerdent pour avoir une machine, installer le programme dessus et faire ce qu'ils veulent. Si tu es sur du vrai multijoueur massif, donc du MMO quelque chose, bah, il faut des machines. Et pas une machine, mais des machines. Il y a toujours le cas des crashs, il y a toujours les besoins de sauvegarde de données d'un côté à l'autre. Selon les actions, bah, il faut que les serveurs aient les infos. Alors par contre, est-ce que les jeux affichent les informations en fonction de ce que leur envoie le serveur, ou est-ce qu'ils l'imaginent localement en ayant les mêmes algorithmes de déplacement tous? C'est une autre histoire. Si tu as du PNJ ou des éléments de décor qui sont autonomes, t'as pas besoin forcément de les synchroniser entre les différents joueurs. Donc ça peut être chaque client fait le travail. De temps en temps, éventuellement, tu renvoies un statut d'activation s'il y a une action avec autre chose, mais tu n'as pas besoin de les synchroniser. Il n'y a que les actions des joueurs eux-mêmes en fait qui ont besoin d'être synchronisées. Le reste, si c'est un algorithme connu et sans aléa, ça peut être la même chose partout et donc tu peux t'abstenir de les gérer. Si tu es sur du combat, par contre, évidemment, il faut des machines. Alors, le problème, si tu le fais sur des hébergés par des joueurs, il faut qu'ils aient la connexion les uns avec les autres. Donc, pas de problème de firewall, pas de problème de connexion internet d'une manière générale.
que tu aies un serveur intégré dans chaque client ou un serveur dédié, enfin un logiciel, un serveur spécifique qu'ils installent pour pouvoir jouer le serveur qui accueille la partie. Mais si on est sur internet, de toute façon il faut une infra entre les deux parce que il faut que ça sorte de chez le joueur pour revenir chez les autres. Et jusque là on n'a pas de connexion en direct officiellement, sans faire ticker tout ce qui est réseau. Le peer-to-peer c'est bien gentil, mais il y a toujours un intermédiaire quelque part. Donc de toute façon on n'échappe pas à un intermédiaire pour faire tout fonctionner. Évidemment l'infrastructure dépend beaucoup du volume et de ce qu'on veut faire. Si tu es sur un jeu de cartes, limite un site web avec les informations dessus et puis c'est suffisant. Enfin c'est vraiment très, très difficile de répondre globalement du nombre de machines et configurations de chaque. Mais ça dépend des jeux en fait. Il faut réfléchir en fonction des jeux. Après côté serveur eux-mêmes, tu as deux options. Soit on prend des grosses machines qui gèrent tout, soit tu prends une multitude de petites machines qui se synchronisent avec une autre, qui contiendra la base de données principale, ou avec plusieurs niveaux entre elles, directement. Comme ça, les joueurs se connectent sur un serveur, éventuellement tu te débrouilles pour que s'ils sont sur une partie close, ils soient tous sur le même serveur, et donc c'est le serveur qui gère la grappe de joueurs qui sont concernés, et puis tu as d'autres serveurs qui gèrent d'autres joueurs, et ainsi de suite. Après, tout est possible tant qu'on a la main sur le logiciel qui sert côté serveur et les logiciels clients. Voilà, je sais pas si mes explications t'ont suffi, mais globalement c'est plus comme ça que je le vois, et le pratiquerai d'une manière générale. Là, en l'occurrence, sur SportGlue, je pars plutôt sur des serveurs qui gèrent les joueurs et une synchronisation de base de données entre eux, qui est l'un des objectifs du week-end. Parce que là, actuellement, la base, le terrain, il est géré en mémoire. Côté serveur, il faut que je les transforme en base de données. Je crois qu'il était géré en mémoire, je sais plus trop. Enfin, j'ai fait tellement de changements dessus que je ne sais plus. Mais typiquement, il faut faire la modif. De toute façon, pour qu'ensuite je puisse synchroniser les serveurs entre eux, si j'ai besoin de plusieurs serveurs un jour. Alors après, il y a toujours les pics, hein. C'est le problème. Les pics sont-ils gérés sous forme de rajout de machines puissantes juste ponctuellement sans qu'on sache quand, ou est-ce qu'on s'arrange pour que notre infrastructure s'adapte toute seule? Donc là, après, il y a les coûts qui changent, le stockage, l'hébergement qui change, et ainsi de suite. Si on est directement sur du cloud computing, comme on dit, on a des grappes de serveurs virtuels qui s'autogèrent plus ou moins, alors à gérer nous-mêmes ou autogérés par OVH, Amazon ou les autres, selon le volume d'accès, et puis ça ouvre ou ça ferme des trucs. Mais du coup, en cas d'attaque, les coûts explosent. Enfin, faut être très très méfiant sur les trucs automatisés en cloud et autres dont on ne maîtrise pas le prix. Surtout pour des jeux vidéo. Parce que quelqu'un veut flinguer une société ou un dev indie, c'est très facile. On lance le jeu sur plein de machines qui existent ou qui n'existent pas, et on explose les machines derrière, et ça explose en termes de fonctionnement pour les utilisateurs et pour les développeurs qui hébergent le truc. Il y a Benjamin Code qui avait fait une vidéo là-dessus il y a quelques années par rapport à un projet qu'il avait eu. Projet de site web pur, où justement ça avait eu beaucoup plus de succès qu'il pensait, et son hébergement a explosé. Le coût d'hébergement il avait fait sur du Amazon je crois, et il a bien senti passer pour un projet gratuit, qui évidemment avait un coût, puisque tout hébergement a un coût d'une façon ou d'une autre. Donc restez méfiants sur ces trucs là. Peut-être retrouver la vidéo, tiens d'ailleurs. Benjamin Code, projet de merde, si je me souviens bien du titre de la vidéo sur YouTube. 1 heure pour coder machin, laissez... Choix de merde, le buzz coûteux. Voilà. Des spams, des machins. Est-ce que c'était celui-là? Questionnaire, oui c'est ça. Allez, je vous partage le lien d'un article qu'il a écrit sur Medium,
à ce sujet-là. Choix de merde.fr. Franchement, allez lire le truc ou regarder la vidéo, c'était un très bon cas d'école d'impréparation d'un succès inattendu. Clairement, il faut toujours réfléchir à qu'est-ce qui se passe si mon site est attaqué, si mon jeu est attaqué, ou si j'ai beaucoup de gens en même temps. Parce que là, clairement, selon ce que vous faites comme hébergement, ça peut faire très mal, en fait. Alors, on parle de quel projet? Alors, pour Benjamin, donc je vous ai mis le lien. Si c'était du manière générale, c'était... voilà, sur ce coup-là, silence de l'agneau, il faut plus d'informations par rapport à ta question. Je n'ai pas vu à quel moment elle est tombée. Donc je ne sais pas par rapport aux 30 secondes de décalage entre moi et le chat, enfin 20-30 secondes, sur quoi tu étais, mais si c'est d'une manière générale, c'était projet de vidéo d'une façon générale. Merci, incroyable la réponse, ça me donne beaucoup d'infos. Le jeu c'est plutôt nerveux avec de la 3D, donc pas mal d'infos. Alors tout ce qui est 3D doit être calculé localement, hein, évidemment, tu ne renvoies pas d'image 3D depuis ton serveur. Sinon il faut une machine puissante qui va exploser assez rapidement s'il a des joueurs. Évidemment, tout ce qui peut se faire en local doit être fait en local, impérativement. Le moins d'informations possible doit circuler sur le web, et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des joueurs qui payent la bande passante. Alors sur mobile, en général, nous en France, enfin je ne sais pas si tu es en France, mais on a été mal habitués, ou on a eu la chance d'avoir des opérateurs comme Free et d'autres, qui ont explosé les tarifs en termes de on vous donne accès à tout, donc on ne paye pas en France la bande passante. On paye un débit. Alors sur mobile, on a des quotas gigantesques et qui sont normalement dispo, mais on est tranquille relativement en France. C'est pas le cas dans tous les pays, notamment aux États-Unis, au Canada, ils ont des quotas et ils payent la bande passante. Donc la hauteur de leur débit et le volume consommé par mois. Donc moins on fait transiter de choses, mieux c'est pour les joueurs aussi. Pas que pour l'infrastructure qu'on héberge. Hein. Faut rester méfiant sur ces trucs-là. Faut être économe, puis ça joue aussi en termes de temps de réponse. Du coup, merci pour le follow, Ziocor. On se disait, comme c'est des petites parties de 18 joueurs, soit ils lost, soit, comme tu disais, plein de petits serveurs pour le coup. Alors après, pareil, hein, les petits serveurs, soit tu prends un dédié et puis il a la puissance. C'est vrai que sur OVH, tu as des trucs à 40 ou 60 euros par mois, qui sont costauds. Hein. Là, je suis sur du VPS parce que j'ai l'habitude d'avoir des machines jetables et puis j'ai pas envie de prendre des vrais serveurs physiques pour tout ça. Mais sur les dédiés, alors ils ont tout rapatrié dessus, qui me suffit et autres. Alors les qui me suffit, c'est bien en termes de coût par rapport au stockage, parce que les disques durs sont importants par rapport au coût de la machine. Par contre, en termes de fonctionnement, évidemment, c'est léger. Alors ils les ont cachés où? Les Advanced Rise, prix croissant, oui. Localisation de game hardware. Qui me suffit, ils les ont rapatriés, mais il faut passer par le site. Alors qui me suffit, alors il y avait qui me suffit comme gamme, sans assistance directe ou quasiment. Hébergement, serveur ici, et donc hop, découvrir nos serveurs qui me suffit, ça bascule chez OVH en qui me suffit pour la gamme. Donc là on a des serveurs à 5 € avec une bande passante de 100 mégas. Donc c'est léger s'il y a beaucoup d'accès, enfin s'il y a beaucoup d'utilisateurs, mais globalement la machine tient la route. Enfin c'est un peu l'équivalent de ce que j'ai sur le VPS, sauf que le VPS il a plus de bande passante incluse. Après, il y a des serveurs à 10 et ainsi de suite. Enfin, si on veut stocker des trucs, on peut passer sur ça. Là, en l'occurrence, c'est 2 disques de 2 Tera. Enfin, un disque de 2 Tera, c'est costaud. Enfin, c'est bien pour du backup ou des conneries comme ça. Après, si on veut vraiment gérer des trucs, les Xeon peuvent être intéressants, mais on peut partir aussi sur la gamme... alors là... Ah non, ils sont là. Sur le Soyuz Start, par exemple. Alors, c'est des exemples, hein, évidemment, il faut regarder sur les autres opérateurs si vous avez l'habitude d'être hébergé ailleurs. Là, en l'occurrence, il a beaucoup de RAM, 8 threads en même temps, ça devrait suffire pour gérer un certain nombre de joueurs. Et c'est qu'à 30 € par mois. Pareil, du stockage. Donc tout dépend aussi de la techno utilisée pour le développement.
Donc multitude de serveurs, pas forcément. Ça dépend vraiment de ce qu'on fait. En fait, il faut tester sur une machine, sur des petits, voir comment ça répond en fonction du succès, puis voir si vous surenchérissez avec d'autres petits que vous pouvez dégager au fur et à mesure, ou si vous prenez un engagement sur des grosses machines qui, derrière, une fois qu'elles sont payées, faut se les rentabiliser. Après, ils ont des engagements de 1 an, sans engagement tous les mois en paiement, ou 1 an, 12 mois, 1 an, 2 mois, et d'autres avec des petites réductions dessus, mais à voir. En tout cas, c'est très variable selon les besoins. L'avantage des VPS, que ce soit chez OVH ou ailleurs, c'est que pour moi, c'est du jetable. C'est pas du matériel physique, c'est stocké, c'est archivé sur du matériel physique, mais ce sont des machines virtuelles. Donc on les crée, on fait la config, on les dégage quand on n'en a plus besoin. Et l'avantage, c'est qu'ils font pas d'engagement. Si on coche pas la case engagement pour avoir 12 mois pour avoir les réductions, c'est réellement du jetable. Donc j'ai des besoins d'affluence ou j'ai besoin d'ouvrir une machine pour un événement, je prends un VPS et je fais le nécessaire et puis c'est fait. Il est accessible en quelques minutes et derrière ça se dépatouille. C'est vrai que c'est un certain confort, les machines virtuelles d'une manière générale. Après c'est comme tout, soit on est habitué à configurer des machines, soit on l'est pas. Si on prend des vrais serveurs, à nous de gérer le système d'exploitation et ses mises à jour et tout ce qui va avec, y compris les sécurités. Sinon, selon la techno, vous passez sur de l'hébergement web et puis vous prenez les offres grosses pour l'hébergement web si vous faites des serveurs d'API en PHP par exemple, directement. Après, tout est possible. Mais sur du gaming, le web pur est pas top. Vaut mieux des sockets ouvertes en permanence et donc qui prennent du temps, du CPU et de la consommation réseau sur les machines. Mais au moins qui sont des tuyaux entre les deux ouverts en permanence qui évitent les reconnexions comme on l'aurait sur du web et qui prend du temps inutilement sur le web. Après, si c'est du développement web pur, il y a du WebSocket qui est l'utilisation de sockets classiques. Qui est l'utilisation de WebSocket à partir de JavaScript et sur des serveurs, alors plutôt du Node.js je crois, mais il y a d'autres librairies selon les technos qui peuvent le faire. Donc, tout est possible, ça dépend des technos, mais restez méfiant sur les coûts derrière, au moins au début. Après, si ça fait des millions de vues, il faut s'arranger pour que ça fasse rentrer de l'argent et que l'argent ne soit pas dépensé entièrement dans la structure. Parce qu'il faut quand même penser à la suite. Parce qu'un jeu vidéo qui a du succès, ça peut retomber du jour au lendemain. Donc restez méfiant là-dessus. Si, dernière chose par rapport à tout ça. Je sais plus si .com, oui. .fr. Je sais plus si sur les formations de base il avait rajouté ces choses-là, la partie réseau. Normalement il y a un site qui s'appelle GameCoder, qui est géré par, qui est édité par David Mekersa, qui est un développeur de jeux depuis les années 80-90, je sais plus. Et il propose en gratuit, si on s'inscrit, des formations, des cours de base. Et puis il y a évidemment des trucs payants derrière avec des kits de démarrage. Il a une rubrique développement de jeux en réseau avec le fonctionnement. Si vous n'êtes pas habitué à faire du développement réseau, il y a pas mal d'explications autour. Et il fait pas mal de guides sur comment fonctionnent les jeux existants et comment on peut les redévelopper. Alors par contre, il est codeur pur. Donc il y a les explications et comment on programme dans différentes technos pour avancer. C'est une bonne source, et puis il y a une commu sur Discord qui est plutôt bien fréquentée. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au moins au mode gratuit et éventuellement à suivre sa chaîne, même si je sais plus s'il stream beaucoup. GameCoder, hop. Me trompe sur les raccourcis clavier. Ouais. Donc a priori, il stream peu, mais en tout cas il le fait de temps en temps, donc
pareil. Enfin, il a une chaîne YouTube et ainsi de suite, hein, où il y a plein de trucs, mais je suis moins fan des vidéos sur YouTube, plus intéressé par ce qu'il y a dans la partie école pure, qui permet de remettre à jour quelques infos que j'ai plus ou moins eu en tête depuis les années 80, où j'ai fait des petits jeux de mon côté, entre maintenant et l'époque où on avait des TO7. L'option peer-to-peer, du coup. Le problème de l'option peer-to-peer, ce sont les firewalls et les ports. Donc, de toute façon, il faut que ça passe par un autre machin pour que ça se connecte entre eux, ou que les joueurs configurent leur box de connexion internet quand ils ont une box ou une autre connexion pour pouvoir jouer. Donc, le peer-to-peer est pas si simple que ça à mettre en place. Mais effectivement, c'est la meilleure solution si tu es en réseau local. Donc, tu peux avoir une version peer-to-peer pour les gens qui jouent entre eux, au même endroit, sur le même réseau, et une option peer-to-peer. En gros, l'un d'entre eux sert de serveur plutôt que d'envoyer à tous, hein, où tu fais du broadcast sur le serveur, sur le réseau local d'une manière générale, et puis c'est comme si c'était du peer-to-peer, mais bon, à réfléchir en tout cas par rapport à ta vraie cible en termes de joueurs et de fonctionnement des jeux. C'est vrai que l'avantage, s'ils sont tous au même endroit, c'est que on est quand même plutôt libre de faire ce qu'on veut en termes de connexion. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Oui, puis il y a les histoires de port aussi à voir quand on fait du client-serveur, puisque évidemment, il y a les firewalls et antivirus à passer.